Ah, le 14 février, la Saint-Valentin. Cette date sans la rose dégouline d'amour célèbre les couples. Mais le 14 février 2013, c'est la mort qui a fait la une des journaux dans le monde entier. Celle de Riva Steenkamp, une mannequin de 29 ans, tuée par son petit ami, le non moins célèbre athlète Oscar Pistorius. Meurtre ou accident? Bienvenue dans Éteignez vos lumières, un podcast dédié aux affaires criminelles. Je suis Sonia Liu, et dans cet épisode, je vais revenir sur ce dossier qui a secoué l'Afrique du Sud. Alors installez-vous bien confortablement, et laissez-moi vous la raconter en détail. Riva Steenkamp était une mannequin sud-africaine de renom. Elle est née le 19 août 1983 au Cap, en Afrique du Sud, dans une famille de la classe moyenne plutôt aisée. Fille d'un entraîneur de chevaux et d'une mère anglaise originaire de Blackburn, Riva cultive deux passions distinctes au cours de son adolescence et envisage deux carrières très différentes. Son rêve absolu, c'est de travailler dans le mannequinat, un rêve qui se concrétise à 15 ans lorsqu'elle remporte un concours de beauté. Cependant, par précaution, elle entreprend également des études de droit à l'université Nelson Mandela. En 2005, elle y obtient un bachelor en vue d'une carrière d'avocate. Mais un accident lors de sa dernière année d'études, où elle se fracture la colonne vertébrale en chutant de cheval, l'oblige à interrompre ses cours. Après une longue convalescence, elle prend finalement la décision de se consacrer entièrement au mannequinat. En 2011, c'est la consécration pour la jeune femme, qui fait la couverture d'un magazine sud-africain. Elle est aussi classée 45e parmi les 100 femmes les plus sexy du monde. Elle collabore également avec d'illustres marques telles que Clover, Toyota et les cosmétiques Avon. L'année suivante, en novembre 2012, elle officialise sa relation avec l'athlète sud-africain Oscar Pistorius. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, dans une famille aisée. Il est le neveu de la très célèbre profileuse Miki Pistorius, une psychologue spécialisée dans les tueurs en série qui a travaillé et aidé à la résolution de nombreuses enquêtes criminelles. Né sans péroné, Oscar subit une amputation des deux jambes, en dessous du genou, à l'âge de 11 mois. Cela dit, ce handicap ne va pas du tout l'empêcher d'être un enfant très dynamique. Des prothèses sur mesure sont confectionnées, lui permettant d'apprendre à marcher à 17 mois, une étape qui, bien que légèrement plus tardive que la norme, ne le retarde pas tant que ça. À l'école, il est très sportif et s'investit dans de nombreuses disciplines physiquement exigeantes et violentes, comme la lutte ou le rugby. En 2003, à l'âge de 16 ans, Oscar Pistorius subit une blessure au genou lors d'un match de rugby. Sur les conseils de son médecin, il se tourne alors vers la course à pied pour faciliter sa convalescence et sa rééducation. Il s'agit ici d'un lien frappant avec sa future petite amie Riva, puisqu'ils ont tous les deux connu une blessure physique majeure à leur adolescence, marquant un tournant dans leur vie. Par la suite, Oscar Pistorius se spécialise dans la course et surtout le sprint. Il réalise de nombreux exploits sportifs, entre autres aux Jeux paralympiques, mais également aux Jeux olympiques. Il fait d'ailleurs partie des rares athlètes handicapés à avoir participé aux Jeux olympiques parmi des adversaires valides. Surnommé le Blade Runner en référence à ses prothèses et au film éponyme, sa carrière est entachée de controverses concernant l'avantage potentiel de ses prothèses lors de ses courses et sa réputation de mauvais perdant. Des aspects que je n'approfondirai pas dans cet épisode puisque ce n'en est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'Oscar Pistorius était une personnalité publique, connue et respectée pour ses performances physiques exceptionnelles. Les chemins de Riva Steenkamp et Oscar Pistorius se croisent pour la première fois en novembre 2012 lors d'un déjeuner après une course. Pistorius tombe immédiatement sous le charme, comme il le racontera plus tard en interview. « J'étais vraiment à fond sur Riva. Je pense que j'étais plus attirée par elle qu'elle ne l'était par moi. Je l'ai laissée prendre sa place, mais ce n'était pas toujours facile. J'étais follement épris d'elle. » Dès le soir même, ils font leur première apparition publique en tant que couple lors d'un événement. Ils deviennent rapidement le couple préféré des médias qui les surnomment les Beckham de l'Afrique du Sud.
Mais malgré le fait que leur relation, qui n'avait que 3 ou 4 mois au moment du drame, ait été sous les feux des projecteurs, elle n'était pas forcément idyllique. Nous voilà donc le 14 février 2013. Riva Steenkamp est arrivée la veille, le 13 février, aux alentours de 18h, au domicile d'Oscar Pistorius, dans le quartier privé de Silverwoods, un complexe de maisons haut de gamme protégé par des murs et des gardes présents 24 heures sur 24. Dans la soirée, la jeune femme poste un tweet dans lequel elle évoque son enthousiasme à l'idée de passer la Saint-Valentin avec son petit ami. Elle écrit « Qu'avez-vous prévu avec votre amoureux demain ? #excité, #Saint-Valentin ». Vers 3h du matin, les voisins d'Oscar Pistorius sont réveillés par 4 coups de feu. Ils alertent immédiatement la sécurité du quartier et la police. Lorsque la police arrive au domicile de Pistorius à 3h30, 4h du matin, les enquêteurs découvrent le corps de la jeune femme dans le hall d'entrée en bas des escaliers. L'athlète est lui retrouvé dans le garage, couvert de sang et en état de choc. Il leur déclare alors « J'ai tué mon bébé. Dieu, sortez-moi de là ». Selon ses premières déclarations, il aurait essayé de réanimer Riva Steenkamp, bien qu'elle soit déjà décédée à l'arrivée des secours. Les enquêteurs font les premières constatations. D'impressionnantes traînées de sang partent du corps de la victime et montent jusqu'à la chambre d'Oscar Pistorius, puis continuent jusqu'à la salle de bain attenante, dans les toilettes où Riva a été tuée. C'est Pistorius qui a descendu lui-même le corps de sa petite amie dans ses bras. La jeune femme a reçu 3 balles provenant d'un pistolet 9 mm à la tête, à la hanche et à l'épaule ainsi qu'à la main, la balle qui l'a touchée à la tête ayant d'abord traversé sa main. L'arme du crime se trouve dans la salle de bain, de même qu'une batte de cricket que Pistorius a utilisée pour défoncer la porte des toilettes, ainsi que plusieurs téléphones portables appartenant aux sportifs et à la victime. Des douilles correspondant aux balles tirées sont retrouvées dans la salle de bain et dans le couloir conduisant à cette pièce. Vers 9h du matin, les agents de police présents sur place font alors leur première déclaration publique. Nous avons pris connaissance des informations parues dans les médias, des informations selon lesquelles la jeune femme aurait été prise pour un cambrioleur. Nos experts poursuivent leurs investigations. Nous ne savons pas d'où vient cette information, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne provient pas de nos services. Nous pouvons confirmer qu'il y a déjà eu des incidents au domicile d'Oscar Pistorius par le passé, des accusations de violences domestiques. Pistorius est immédiatement placé en garde à vue par la police qui écarte la possibilité d'un accident. Le procureur Jerry Neil avance alors l'hypothèse d'une violente dispute entre les deux amoureux qui aurait mal tourné. Les médias de leur côté évoquent immédiatement une autre thèse, selon laquelle Pistorius aurait cru surprendre un cambrioleur chez lui, ouvrant le feu sans réaliser qu'il visait sa petite amie. C'est cette version que Pistorius adoptera plus tard, plaidant la légitime défense lors de ses audiences des 19 et 20 février 2013. Le 21 février, le chef d'enquête Hilton Botha est accusé d'avoir fait une déposition à charge contre Pistorius et est dessaisi de l'enquête. Il démissionne quelques semaines plus tard, après que les avocats de l'athlète révèlent que Botha était lui-même en pleine inculpation pour 7 tentatives de meurtre. En effet, 2 ans plus tôt, il aurait tiré sur un taxi collectif pour le forcer à s'arrêter alors qu'il était en état d'ivresse. Le 22 février, Pistorius est libéré sous caution, moyennant 1 million de rands, soit environ 85 000 €. Pendant ce temps, la famille de Riva Steenkamp organise les funérailles de la jeune femme le 19 février 2013 à Port Elizabeth, la ville où elle a grandi. Un an jour pour jour après le drame, Oscar Pistorius poste un message sur son site internet. Aucun mot ne peut correctement expliquer mes sentiments à propos de l'accident dévastateur qui a brisé le cœur de tous ceux qui ont vraiment aimé et qui aiment encore Riva. La douleur et la tristesse, spécialement pour les parents de Riva, la famille et les amis, me consument avec douleur. La perte de Riva et le traumatisme total de ce jour, je les porterai avec moi pour le restant de ma vie. 2 semaines plus tard, le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre, le 3 mars 2014. Mais il est rapidement reporté au 30 juin de la même année. Cette décision permet à l'accusé de bénéficier d'une évaluation mentale et psychologique, suite à l'argumentation de sa défense, selon laquelle il souffrait d'un trouble anxieux généralisé au moment des faits. Ce trouble remonterait à son enfance et expliquerait son geste. Toutefois, les experts concluent finalement qu'il était pleinement responsable de ses actes au moment des faits
et qu'il est bien apte à être jugé. Selon la version fournie par Pistorius et sa défense, l'athlète était persuadé, cette nuit-là, qu'un intrus s'était introduit chez lui après avoir entendu du bruit dans la salle de bain. Il se serait levé dans la nuit, aux alentours de 3 heures du matin, sans allumer la lumière, ni mettre ses prothèses, pour rentrer un ventilateur et refermer la baie vitrée de son balcon. C'est en revenant dans la chambre qu'il aurait entendu du bruit dans la salle de bain et, paniqué, il aurait alors saisi son pistolet, qui était caché sous le lit, et se serait dirigé, toujours sans ses prothèses, vers l'origine du bruit. Il aurait ensuite ordonné à l'intrus de sortir, puis demandé à sa petite amie d'appeler la police avant de tirer à 4 reprises à travers la porte des toilettes, sans se rendre compte qu'il ouvrait en fait le feu sur Riva Steenkamp. Il raconte : « J'ai crié à Riva d'appeler la police et j'ai tiré plusieurs fois sur la porte des toilettes. C'est en retournant vers le lit que j'ai réalisé qu'elle n'y était pas et que je me suis rendu compte que ça pouvait être elle dans les toilettes. » Pistorius aurait alors mis ses prothèses, puis serait retourné aux toilettes avec une batte de cricket pour défoncer la porte qui était verrouillée de l'intérieur. C'est à ce moment qu'il aurait trouvé Riva, encore en vie, qu'il l'aurait prise dans ses bras et portée jusqu'en bas. Mais l'accusation est dubitative. Elle soulève des interrogations légitimes. Pourquoi Pistorius n'a-t-il pas envisagé que c'était sa petite amie qui se trouvait dans les toilettes à ce moment-là ? Pourquoi n'a-t-il pas remarqué son absence dans le lit lorsqu'il est allé chercher son pistolet ? Pourquoi n'a-t-il pas pris le temps de vérifier qui était dans sa maison ? Pourquoi a-t-il immédiatement supposé qu'il s'agissait d'un cambrioleur et quel motif pourrait expliquer la présence de quelqu'un dans les toilettes ? En outre, pourquoi Riva Steenkamp aurait-elle verrouillé la porte des toilettes derrière elle en pleine nuit chez son petit ami, un comportement plutôt inhabituel ? Toutes ces questions laissent planer des doutes sur la crédibilité de la version de Pistorius. Pour essayer de répondre à ces questions, la défense d'Oscar Pistorius met en avant, comme je l'ai mentionné précédemment, un trouble de l'anxiété majeur, qualifié par certains d'approchant la paranoïa, dans le but d'expliquer son comportement. Il faut bien replacer les choses dans leur contexte. L'Afrique du Sud est un pays confronté à un niveau de criminalité élevé, avec une violence omniprésente, particulièrement marquée dans un contexte de clivage socio-économique prononcé. Les tensions, les cambriolages et les agressions, comme les homejacking, sont des réalités récurrentes. Ainsi, certains individus fortunés, dont la plupart sont blancs, à l'instar d'Oscar Pistorius, optent pour des quartiers résidentiels sécurisés, entourés de murs massifs et de gardiens, ce qui leur offre une sécurité renforcée. Alors pourquoi Pistorius se serait imaginé qu'un intrus était chez lui ? Cette version semble, a priori, assez bancale. Cela dit, il est pertinent de souligner la personnalité d'Oscar Pistorius, qui semblait constamment en état d'hypervigilance, ce qui peut éclairer sa réaction face à une telle situation. Voici ce qu'il a expliqué aux policiers après son arrestation. « J'ai senti un sentiment de terreur me submerger. Il n'y avait pas de barre anti-cambrioleur de l'autre côté de la fenêtre de la salle de bain, qui était ouverte, et je savais que les entrepreneurs qui travaillaient chez moi avaient laissé les échelles à l'extérieur. Je croyais que lorsque le ou les intrus sortiraient des toilettes, nous serions en grave danger. Je me suis sentie piégée alors que la porte de ma chambre était verrouillée et que ma mobilité était limitée sur mes moignons. » Il est établi que Pistorius possédait plusieurs armes de différents types chez lui et qu'il avait obtenu ou demandé les autorisations nécessaires pour les détenir, un fait relativement récent. Par ailleurs, il est crucial de mentionner que la renommée mondiale d'Oscar Pistorius était elle aussi relativement récente, même s'il était déjà une figure établie dans le milieu du handisport depuis de nombreuses années. C'est véritablement après sa participation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 qu'il a accédé à une notoriété mondiale, au-delà des cercles des passionnés de sport. Ce nouvel état de célébrité a donc pu représenter une source d'anxiété pour lui, étant soudainement sous les feux des projecteurs, ce qui a pu le perturber. D'autant plus s'il avait déjà un tempérament naturellement anxieux. Il a aussi révélé qu'il avait été victime de menaces de mort par le passé, ce qui laisse entrevoir qu'il était dans un état d'esprit de peur persistant depuis plusieurs mois. En novembre 2012, il avait même partagé un tweet. « Rien de pire que de rentrer chez soi, entendre le bruit de la machine à laver, croire que c'est un intrus et se mettre en mode prêt pour le combat avant de foncer dans la buanderie. Waouh !» Après le décès tragique de Riva Steenkamp, les médias commencent à dévoiler une autre facette d'Oscar Pistorius, autrefois considéré comme un héros national et un exemple à suivre. Ces révélations montrent une part bien plus sombre de sa personnalité. Dans le Times, par exemple, on peut lire « Pistorius pouvait être violent, boire,
Il s'est mal comporté avec ses petites amies. Un jour, il a menacé un homme de lui rompre les jambes. Il aime les armes. Certaines de ses ex-petites amies témoignent. L'une d'entre elles explique qu'un jour, suite à un coup de sang, Pistorius aurait tiré des balles en l'air à travers le toit ouvert de sa voiture décapotable. Il apparaît aussi que son entourage avait, jusqu'alors, œuvré pour étouffer les comportements étranges et violents du sportif. Des incidents de violence envers des paparazzis, d'autres avec une amie de son ex-compagne, et même une situation en janvier 2013 où il aurait amené un pistolet dans un restaurant de Johannesburg et tiré une balle par accident à proximité d'un de ses amis, sont mentionnés. Tous ces événements qui avaient été étouffés afin de préserver sa réputation créent ainsi une image trouble et contradictoire de Pistorius au cours du procès. L'accusation présente un Pistorius paranoïaque, violent et fasciné par les armes à feu, tandis que sa défense maintient l'argument de la légitime défense dans ses actes. De l'autre côté, pour l'accusation, il ne s'agit pas d'un accident, mais bel et bien d'un meurtre. Selon eux, Pistorius savait qu'il tirait sur Riva Steenkamp cette nuit-là. Il l'aurait fait volontairement après ou au cours d'une dispute pendant laquelle la mannequin se serait réfugiée dans les toilettes. En effet, les proches de Riva Steenkamp, notamment sa famille, affirment que la jeune femme n'était pas si proche de l'athlète que ça. La mère de Riva affirme même qu'ils n'avaient encore jamais couché ensemble et que la mannequin s'apprêtait à le quitter. Des échanges par SMS entre la mannequin et l'athlète montrent également des tensions, des jalousies et des troubles au sein du couple. Le 27 janvier 2013, Riva envoie ce message à son petit ami. « Depuis que tu es rentré du Cap, tu m'agresses constamment, et je comprends que tu sois malade, mais c'est méchant. Je ne flirtais avec personne aujourd'hui. Ça me rend malade que tu aies suggéré ça, et que tu aies fait une scène à table, qui nous a fait partir plus tôt. Je suis déçue. J'ai l'impression d'être dans une relation déséquilibrée où tu as le droit d'être en colère ou distant, mais pas moi. Parfois j'ai peur de toi, comment tu me parles et comment tu réagis. Tu me rends heureuse 90% du temps, et on est bien ensemble, mais je ne suis pas une autre de ces pétasses rabat-joie. Pourquoi continuer ? Je me fais agresser et tu te plains que tu n'aimes pas ma voix et mon accent. » Les avocats de l'accusation cherchent à établir un lien entre ces tensions préexistantes et l'hypothèse d'une dispute avec Riva Steenkamp cette nuit-là. Ils se basent notamment sur les témoignages des voisins de Pistorius. Certains des témoins disent avoir entendu des cris de femmes, suivis par un moment de silence, puis les coups de feu. Les cris se sont arrêtés en même temps que le dernier coup de feu. Estelle van der Merwe, une voisine de Pistorius, témoigne s'être réveillée vers 2h du matin et avoir entendu une voix de femme qui semblait se disputer, sans parvenir à déterminer la provenance exacte de cette voix, ni dans quelle langue elle s'exprimait. À 3h du matin, elle a été à nouveau alertée par des bruits de coups de feu. Charles et Michel Burger, vivant à un peu moins de 200 mètres de la résidence de Pistorius, disent avoir entendu les cris d'une femme en détresse, puis les coups de feu. Plusieurs autres voisins, eux, ont également entendu les coups de feu, mais ensuite les cris d'un homme qui hurlait à l'aide. En fin de compte, la fiabilité des témoignages des voisins demeurera incertaine. D'une part parce que ces témoignages ont été recueillis par Botta et son équipe, accusés d'avoir enquêté à charge contre Pistorius, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement convaincus qu'il était coupable depuis le départ qu'ils auraient bâclé l'enquête. Ils ont même été accusés d'avoir potentiellement manipulé la scène de crime en déplaçant des éléments avant de prendre des photos. Et d'autre part parce que les témoignages eux-mêmes présentent des incohérences, des problèmes de chronologie, des contradictions concernant les cris entendus et leur origine. Tout ça rend ces éléments, pourtant capitaux, difficiles à admettre dans un tribunal. Le 12 septembre 2014, à l'issue du procès, Oscar Pistorius est acquitté de l'accusation de meurtre. Il est cependant reconnu coupable d'homicide involontaire par négligence et condamné à 5 ans d'emprisonnement le 21 octobre 2014. Mais moins d'un an plus tard, en mai 2015, la presse annonce que Pistorius doit bénéficier d'une libération anticipée en août de la même année, soit après moins d'une année passée en prison. La nouvelle provoque immédiatement un tollé et le gouvernement sud-africain bloque sa libération à la dernière minute, suscitant un débat important et de vives réactions dans le pays. Suite à cet événement, le parquet décide de faire appel de la précédente décision du juge
estimant qu'Oscar Pistorius n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais bien pour meurtre, puisque, même s'il a tiré à travers la porte, l'intention de tuer ne peut être écartée de son geste. Entre-temps, le 19 octobre 2015, Oscar Pistorius est libéré pour bonne conduite après avoir passé 1 année en prison. Cependant, il est assigné à résidence chez son oncle à Pretoria et contraint de se présenter quotidiennement à la police pour prouver qu'il ne tente pas de fuir. Le procès en appel démarre au début du mois de novembre 2015. Ce nouvel essai reprend à zéro, mais cette fois-ci, la cour rend un verdict différent. Oscar Pistorius est officiellement reconnu coupable de meurtre. Même si la cour ne peut déterminer avec certitude si Pistorius savait précisément sur qui il tirait, elle conclut qu'il avait l'intention et était conscient qu'il pouvait causer la mort lorsqu'il a déchargé son arme à 4 reprises sur la porte. Les juges déclarent « Il aurait dû prévoir que la personne derrière la porte pouvait être blessée. Sur cette base, la cour estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour homicide involontaire, mais pour meurtre. » Après la décision en appel, la première instance revoit la sentence d'Oscar Pistorius en tenant compte de ce nouveau verdict. Le 6 juillet 2016, il est condamné à une peine de 6 ans de prison ferme. Le parquet juge alors cette peine scandaleusement trop clémente et demande au tribunal à ce qu'elle soit réévaluée. Après de multiples rebondissements, le 24 novembre 2017, soit environ 4 ans et demi après le décès de Riva Steenkamp, la peine d'Oscar Pistorius est révisée à la hausse. Il est alors condamné à 13 ans et 5 mois de prison. À l'heure où j'enregistre cet épisode, la nouvelle vient tout juste d'être rendue publique. Oscar Pistorius devrait bénéficier d'une libération le 5 janvier 2024. Pour de nombreux journalistes sud-africains et internationaux, cette tragédie a soulevé des problématiques sensibles en Afrique du Sud, notamment sur le racisme et les violences faites aux femmes. La mort de Riva Steenkamp a engendré des questions d'ordre politique et mis en lumière des enjeux sociétaux profonds au sein du pays. Effectivement, la question du racisme revêt une importance significative, voire centrale, dans cette affaire. Comme je l'évoquais précédemment, l'attitude des riches blancs qui vivent dans des enclaves sécurisées et qui ont recours à des mesures de protection telles que le port d'armes, voire le fait de dormir avec une arme à portée, trouve ses racines dans l'époque de l'apartheid, une période marquée par une division raciale profonde sous un gouvernement de suprémacistes blancs. Durant l'apartheid, la ségrégation entre blancs et noirs a été institutionnalisée et une propagande raciste a alimenté la peur des noirs, en les présentant comme une menace pour la communauté blanche. Cette période sombre de l'histoire a engendré une culture de la méfiance et la peur chez certains blancs vis-à-vis des intrusions et des menaces potentielles. Dans le cas d'Oscar Pistorius, la défense avançait évoquant la crainte d'un intrus dans sa demeure, qui aurait potentiellement motivé ses actions, suggère implicitement une appréhension envers un individu perçu comme menaçant et potentiellement dangereux. Cette représentation tacite, bien que non exprimée ouvertement, pourrait être interprétée comme étant liée à la peur de l'homme noir barbare, tel que Pistorius pouvait se le représenter. Concernant le sujet des violences faites aux femmes, si l'on considère que le tir d'Oscar Pistorius sur Riva Steenkamp était intentionnel, ce drame prend une dimension particulière. En effet, la mannequin était elle-même très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle devait d'ailleurs prononcer un discours le jour de sa mort, un discours en hommage de Anyan Booysen, une victime d'un viol collectif ayant abouti à un meurtre. Elle avait d'ailleurs posté sur Instagram, quelques jours avant sa mort, le message suivant qui faisait allusion à l'agression et au meurtre de la jeune fille. « Je me suis réveillée dans une maison sûre et heureuse ce matin. Ce n'est pas le cas de tout le monde. » La Ligue féminine de l'ANC, le Congrès national africain, s'est emparée de l'affaire au moment du procès et a manifesté devant le tribunal. Leur présidente et porte-parole a alors déclaré « Ce portrait illustre une réalité. Chaque année, 2500 femmes sont tuées en Afrique du Sud, dont plus de la moitié par leurs conjoints. Trop d'hommes les considèrent comme des objets. Ce qui nous inquiète, c'est que l'argent et son statut social semblent dicter comment les choses se déroulent, mais nous pensons qu'il est juste un assassin. Voilà ce qu'il est. » En effet, ce chiffre alarmant, équivalent à plus de 3 femmes, voire presque 4, qui décèdent chaque jour des suites de violences sexistes ou conjugales en Afrique du Sud, met en lumière l'ampleur de ce fléau. On comprend donc pourquoi Riva Steenkamp est devenue un symbole de cette lutte. Le fort retentissement médiatique de cette affaire dépasse ainsi largement le fait qu'elle impliquait 2 personnalités célèbres.
La tragédie qui a ôté la vie de Riva Steenkamp a contribué à sensibiliser davantage le public sur la réalité alarmante des violences domestiques et conjugales qui sévissent dans le pays. 3 jours après le décès de Riva, le 16 février 2013, le premier épisode de l'émission Tropica Island of Treasure, une sorte de Koh-Lanta à laquelle la mannequin avait participé, est diffusé à la télévision. La famille de Riva a donné son autorisation pour cette diffusion, qui fut dédiée en hommage à la jeune femme. On l'y voit faire ses adieux à la caméra, en expliquant combien il est important de réussir sa sortie, et déclarer « Vous allez tous me manquer, je vous aime tellement ». La mort de Riva Steenkamp a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Elle a notamment mis en lumière la complexité des relations humaines, les enjeux sociétaux complexes autour du racisme, des violences faites aux femmes et des inégalités persistantes en Afrique du Sud. De son côté, Oscar Pistorius a été remis en liberté conditionnelle depuis le 5 janvier 2024, 11 ans après le meurtre de Riva Steenkamp. Il doit suivre une thérapie de gestion de la colère et a interdiction de s'exprimer dans les médias. Merci de m'avoir écouté dans ce premier épisode d'Éteignez vos lumières. J'espère qu'il vous aura permis de mieux connaître et comprendre cette histoire complexe. Je continue la discussion sur cette affaire dans Éteignez vos lumières, l'after show, en compagnie de mon amie et collègue Juliette. L'épisode est d'ores et déjà disponible, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt. C'était Éteignez vos lumières, un podcast original signé Sonia Liu.